femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, explosion des coûts du tramway de Québec. Le maire de Québec, Bruno Marchand, fera le point mercredi. Sondage léger sur la politique québécoise. Paul Saint-Pierre Plamondon devance François Legault à la question qui ferait le meilleur premier ministre du Québec. Un autre procès secret au Québec concernant une fraude immobilière et une frappe israélienne a touché un camp de réfugiés à Gaza. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une bombe politique qui est tombée au niveau municipal, mais aussi au niveau provincial, Mario, concernant le projet de tramway de Québec. Ouais, je pense qu'avec des chiffres gros comme ça, c'est tout le Québec qui regarde vers Québec, sincèrement. Oui, exactement. Alors que chez nos collègues du Journal de Québec, on a appris que le coût total du projet de tramway de Québec, là, qui au départ se situait, là, il y a quelques mois de ça, dans les dernières informations publiques, à 4 milliards de dollars, mais aurait bondi maintenant pour atteindre entre 12 et 13 milliards de dollars, donc littéralement tripler le prix du tramway. On savait déjà, c'était déjà dans l'air, là, que c'est un prix qui était appelé à augmenter avec les classiques. On savait que ça allait là. Augmenter, mais là, tu sais... Moi, quand des gens pessimistes m'avaient dit, tu vas voir, ça va être 7-8, ça va doubler. Puis je trouvais déjà que c'était salé, là, doublé de facture. Puis là, t'as pas de pelle sortie, là. Oui, parce que c'est bien beau l'inflation. Tout sur papier. Ouais, c'est bien beau l'augmentation des coûts des matériaux également, tu sais, ce qui sont habituellement, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, ce qui est toujours énoncé sur les chansons. 12 à 13? C'est parce que là, tu changes tellement d'ordre de grandeur. Puis là, je sais que les gens qui sont pour le tramway vont dire, ben là, ça fait assez de temps qu'on perd, mais c'est parce que tu changes tellement d'ordre de grandeur, excuse-moi, mais c'est dire, OK, si on a 13 milliards à mettre, mais là, veux-tu vraiment un tramway? Serais-tu rendu à un métro? Ça remet en question parce que là, tu vas avoir dépensé ce montant-là, tu vas avoir juste un tramway, tu n'auras pas réglé le transport, tu n'auras rien réglé l'entre-deux-rives, là, Lévis-Québec. J'avoue que moi qui étais plutôt favorable au tramway, là, je suis vraiment secoué. Là, ça remet en question toute la validité du projet. Oui, parce que là, on est à 48 heures aujourd'hui, 31 octobre, là, de la date du 2 novembre. Puis c'est à cette date-là, date butoir, où la Ville de Québec là, attend les soumissions des consortiums pour la construction de la partie infrastructure du tramway. Parce qu'on a déjà promis 569 millions de dollars à Alstom. Ça, c'est pour construire et fabriquer le matériel train roulant. Lui-même, c'est les trains. Exactement, mais le reste de l'argent est censé aller aux infrastructures, là, tout ce qui est rail et autres dans la Ville de Québec. Alors, on va attendre des soumissions, mais de ce qu'on comprend, c'est un énorme montant d'argent désormais. Mais là, la date, c'est plus... Oui, ça, c'est la date limite 2 novembre, mais la date est devenue le 1er novembre parce que demain matin, le maire, Bruno Marchand, va prendre la parole dans ce que moi, je considère être peut-être la conférence de presse la plus importante de sa carrière politique. Là. Ouais. Si cette conférence de presse-là dérape, s'il n'arrive pas avec des réponses, un plan, je veux dire... Puis là, jusqu'à maintenant, je trouve pas qu'il s'est aidé. Là. Il était plutôt baveux. Il envoyait promener Geneviève Guilbeault, envoyait promener un, envoyait promener l'autre. C'est toujours lui présenté comme au-dessus de la mêlée. Mais là, il y a un vrai test politique. Là. C'est son projet, c'est sa ville. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Là? Qu'est-ce qu'il fait avec des coûts de cette ampleur-là? On a déjà des indices, Mario, parce qu'il a réitéré, lui, aujourd'hui, là, en marge d'un autre endroit où il se trouvait, qu'il y a toujours l'intention de réaliser le tramway. Là. Parle de ne jamais abandonner le tramway, dit qu'il travaille sur un plan A, travaille également sur un plan B, semble-t-il, là, au cas où les coûts deviennent un obstacle, ce qu'on a su donc. Mais là, aujourd'hui. le plan B qui circule depuis quelques semaines, c'est la division du projet. C'est-à-dire qu'on dirait, la Ville de Québec, plutôt que d'en donner, donner ça comme un contrat à un entrepreneur général en construction, donner le contrat à quelqu'un qui en prend la charge, la Ville garderait la gestion du projet, puis dirait, nous, on va la faire par petits bouts. Au fur et à mesure qu'on va avoir de l'argent, là, sur une période de 3-4 ans, on va faire un tel segment, pour découper le montant. Oui, par contre, t'es quand même dans un projet, à mon avis, si tu le fais sur une plus longue période, plutôt que d'être un projet à 12-13 milliards, ça va devenir un projet à 15-16, parce que là, l'inflation va continuer, tu vas étirer sur une plus longue période, l'inflation va frapper la deuxième et la troisième portion. En tout cas, mais est-ce que ça peut être une façon politiquement de s'en sortir? Est-ce que les gens de Québec vont approuver ça? Parce que là, cette nouvelle-là arrive au moment
où le maire de Québec, lui, travaille à rehausser l'appui au tramway. Parce qu'il était à 36 %, c'est pas assez. C'est un sondage, d'ailleurs, qui est paru là, en début de semaine. Là, 36 % de la population pour, 54 % contre. Mais mettons que tu dis, là, tu te fixes un objectif, il faudrait que ça monte de 36 à 46 l'appui. Est-ce que tu penses que la nouvelle qui vient de tomber va aider? C'est sûr qu'à un moment où, dans la province, en ce moment, on a déjà une guerre entre les compagnies, les entreprises et les organismes de transport en commun et le gouvernement du Québec par rapport au remboursement, que les transports en commun ont de la difficulté à être capables de rembourser les dettes, les trous qu'ils ont dans leur budget. Là, on parle d'un nouveau projet de transport en commun, les coûts triplent, puis après ça, il va falloir bien le rentabiliser aussi. C'est sûr que ça devient un pensez-y bien. Non, c'est pour ça que je dis que pour le maire Marchand, là, demain, c'est une conférence de presse absolument... je dis la conférence de presse sur la forme et le contenu de ce qui va y annoncer, c'est un moment absolument critique. Toujours en politique québécoise, sondage léger qui est paru là dans les derniers instants, Mario, qui réaffirme encore une fois l'espèce de montée qu'effectue le Parti québécois au Québec en ce moment au profit de la CAQ. On posait la question, entre autres, dans ce sondage, dans la première partie qui est relâchée aujourd'hui, qui serait le meilleur premier ministre? Là? Quel leader de formation politique au Québec ferait le meilleur premier ministre? Et Paul Saint-Pierre Plamondon, pour la toute première fois, devance François Legault d'1%, une montée quand même spectaculaire de 8% pour se retrouver à 24% d'appui face aux 23% de François Legault. Qui lui est en chute libre, là, ça baisse, c'est même pas possible. Ah oui, c'est ça, c'est incroyable. Là. En septembre dernier, là, donc là, sur un peu plus d'un an, même un peu moins d'un an plutôt, là, il y a quelques mois de ça, plutôt 23, on était à 29% du côté de François Legault. Donc on a chuté à 23, on était à 16 pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc on était à 29-16, puis là c'était inversé à 24-23. Donc 16, il est monté à 24, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais là, c'est l'effet Jean Talon, c'est l'effet élection partielle de Jean Talon qui donne toute une propulsion à Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis à la CAQ, je sais pas, il y a quelque chose là qui est, depuis qu'ils ont abandonné le troisième lien, il y a une perte de crédibilité, il y a une perte de momentum, il y a quelque chose qui lève plus, il y a toutes sortes d'autres problèmes aussi, plus les négociations. Faut faire attention. Les négociations du secteur public, je pense que présentement, il n'y a plus un fonctionnaire qui est caquiste. Ça va revenir, mais quand même, là, c'est une... Puis, j'annonce déjà que ça va être plus dans le prochain, parce que là, aujourd'hui, la nouvelle qui va faire la une partout, que Paul Saint-Pierre Plamondon est rendu le favori des Québécois pour devenir premier ministre, cette nouvelle-là va se retrouver à la une et influencer d'autres gens. Qui vont dire, ben là, il est donc bien rendu cool, il est rendu le meilleur premier ministre, donc c'est les suiveux, tu vas me dire, mais il y a mais ça existe quand même, Mario, puis c'est ce qu'analyse Jean-Marc Léger, justement, le sondeur de l'entreprise que la montée Léger. Est loin d'être finie pour le PQ. Là. Oui, c'est ce qu'il dit d'un côté, puis de l'autre, mais les Québécois aiment les gagnants. Donc, de voir une victoire dans Jean Talon, là, parce qu'on s'entend, de septembre à maintenant, c'est littéralement avant et après Jean Talon. Je regardais à la même question, toujours, qui ferait le meilleur premier ministre, les chiffres de l'été 2022. Donc, on remontons, mettons, 18 mois, un petit peu moins de 18 mois en arrière. Parce que là, l'élection s'en venait. L'élection allait être déclenchée à fin août. Puis il y a eu un sondage léger au début d'août. Donc là, tu te mets dans la peau de Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu dis, OK, je suis au début du mois d'août. Puis à la fin du mois, l'élection est déclenchée. Puis à la question meilleur premier ministre, il était à 2%. François Legault était à 40 quelques, 44, 45. Et lui était à 2%, derrière Éric Duhaime, les libéraux, derrière tout le monde, à 2%. Alors, ça dit à tous les acteurs politiques quand même que la scène politique, la population, l'opinion publique, ça change vite, hein? Mais c'est une pâte à modeler, dans le sens que c'est travaillable. Tu peux faire bouger les choses, tu peux faire évoluer les opinions, tu peux marquer des points, faire entendre ton point de vue. Les choses peuvent bouger dans un sens ou dans l'autre. Pour ce qui est des autres chefs qui complètent le palmarès... ça bouge plus beaucoup, le reste. Ça bouge plus beaucoup. 3 points de moins pour Gabriel Nadeau-Dubois, qui se retrouve à 10% au lieu de 13%. Suivi par Éric Duhaime, 8%, ça n'a pas bougé. Et 1 point de gagné pour Marc Tanguay du côté du Parti libéral, mais on se comprend que c'est le chef intérimaire quand même. C'est là, le de dernier la des 5, c'est ça, mais c'est un chef par intérim, t'as raison de le souligner. Dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, je suis convaincu qu'il doit... je pèse mes mots, là, mais il doit capoter. Il doit se tirer sur les murs de voir... Et lui, c'est lui qui se voyait là. Comment... Dans la dernière élection, juste avant, juste après, il se voyait, c'est moi qui deviens la véritable opposition, l'alternative au gouvernement. Et là, qui s'est fait
complètement damé le pion là, par Paul Saint-Pierre Plamondon. Il doit être extrêmement là, inquiet de ce que ça signifie. Il y a aussi des chiffres de satisfaction envers le gouvernement de François Legault qui sont sortis en marge du sondage léger. Ça va avec le reste, hein, le taux de satisfaction. En fait, c'est peut-être même le taux de satisfaction qui influence le reste. On pourrait prendre ça à l'inverse. Là. Parce qu'on était, avant, en septembre dernier, à 48 % de gens qui sont satisfaits ou totalement satisfaits là, donc du gouvernement en place. On est rendu à 40 % et c'est le taux d'insatisfaction maintenant qui dépasse celui de satisfaction. 53 % des gens qui se disent soit plutôt insatisfaits, soit très insatisfaits du gouvernement Legault, avec un 6 % d'indécis ou de refus. Quand même, ça aussi, là, c'est une tendance qui s'inverse, même si c'est que de quelques pourcents, là, on voit vraiment, il y a inversion. On est à 53 % d'indécis. Ça aussi, pas d'indécis, mais plutôt d'insatisfaits. Ça aussi, ça peut venir quand même faire mal à la marque de la CAQ. Absolument. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Nos collègues du bureau d'enquête de Québecor ont révélé qu'un nouveau procès secret se déroule en ce moment au Québec. Hein. On le sait, l'accès à la justice, c'est un droit qui est garanti. N'importe qui... La justice est publique. La justice est publique. Les médias ont le droit. Il y a parfois des interdits de publication pour protéger l'identité d'un enfant victime ou des circonstances très précises, très pointues, là. Mais là, les procès secrets, c'est comme le deuxième. Oui, parce qu'en mars 2022, il y avait eu un procès secret dans lequel on comprenait qu'il y avait des liens avec de la police ou des informateurs. On pouvait absolument rien révéler. On disait qu'on aurait pu mettre en danger des gens. Oui, exactement. La rumeur, puis ça avait quand même suscité une indignation vu qu'on révélait absolument rien de ce procès. Et là, on se rend compte, du côté de nos collègues du bureau d'enquête, qu'une cause civile, cette fois-ci, qui, elle aussi, là, depuis novembre 2020, est devant les tribunaux québécois et est quasi complètement opaque. Ça a pris qu'en décembre dernier, le bureau d'enquête là, fasse des démarches là, pour avoir révélé justement là, que le poursuivant dans cette histoire-là, c'est la Société immobilière du Québec. Hein? Donc notre argent, là, une société d'État responsable des bâtiments du gouvernement qui loue des espaces ou qui construit des bâtiments pour loger les services publics, loger les ministères. Oui, et eux poursuivent plusieurs personnes qui ne peuvent pas être nommés, là, qui sont complètement opaques. Ceux-là, Mario, on n'a aucune idée, mais eux poursuivent, entre autres, là, par rapport aux actifs immobiliers du Québec. C'est vraiment ce qu'on comprend, là. Ils veulent faire annuler, entre autres, la vente de 2 immeubles qui ont été faits à une firme de George Gancheff pour 220 millions de dollars. Il y a presque 15 ans de ça, soit en 2008. Et là, ce qu'on comprend, c'est que ça se passe, tout ça, derrière les portes closes des tribunaux. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ou est-ce qu'on comprend pourquoi? Mais ce qu'eux disent qu'il y a vraiment motif frauduleux du côté là du côté des gens. Mais c'est là, des dossiers où l'UPAC avait travaillé, il n'y a jamais eu d'accusation, des dossiers qui s'étaient retrouvés dans l'émission Enquête de Radio-Canada. En fait, on ne sait pas si c'est les mêmes dossiers. Ben c'est ça, c'est que là où ça se mélange un tout petit peu, Mario, là, parce que oui, ça avait fait l'objet d'une enquête de l'UPAC à l'époque, enquête qui a été fermée en 2019 sans que des accusations soient déposées. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que dans les audiences, la Société donc immobilière du Québec, elle a réussi à faire venir dans son procès en juillet 2021 une grosse partie de la preuve que l'UPAC a ramassée dans le dossier. Oui, parce que c'est pas la même règle de preuve, hein? Non. En droit criminel, puis là, je suis pas avocat, là, j'y vais, les avocats peuvent m'écrire pour me dire t'as pas été exact, mais je connais les règles générales. Là. En droit criminel, c'est hors de tout doute raisonnable. Tu dois prouver qu'un crime, donc le DPCP, pour porter des accusations criminelles, doit avoir des motifs là, de croire que la cour, que le tribunal va juger que le crime a été commis hors de tout doute raisonnable. Alors qu'au civil, c'est une prépondérance de preuve. Il faut que ce soit plus probable, faut que c'est... Et c'est pas la même règle de preuve. Oui, et donc on veut prendre tout ça pour instituer des recours civils appropriés contre les auteurs des fraudes. Qui sont les auteurs des fraudes? C'est là que c'est plus compliqué, Mario. Impossible de savoir pour l'instant qui sont les 11 entités, personnes ou entreprises qui sont visées en ce moment par les recours de la Société immobilière du Québec. Mais bon, c'est des tentatives de recouvrement qu'on fait de ce côté-là. Et on dit même que les défendeurs, même si leur nom est caviardé, ont tenté de mettre des bâtons dans les roues là, de l'organisme, donc de la Société immobilière du Québec depuis ce temps-là. Donc vraiment très mystérieux tout ça, procès secret comme ça, Mario. On a bonne raison de croire quand même que quand on se met à médiatiser des histoires comme ça, il y a des choses qui bougent ou des langues qui se délient. Puis qu'on va en savoir éventuellement, là.
Cas assez exceptionnel judiciaire qui s'est déroulé dans le maxi de Rosemont-la-Petite-Patrie plus tôt aujourd'hui. Bagarre entre deux employés de l'épicerie qui se serait soldée par un blessé critique. Un jeune homme dans la vingtaine qui aurait poignardé son propre collègue de travail avec un couteau à longue lame. Là, on parle d'au moins 8 pouces. Tout semblant être basé sur un conflit de travail, de façon de faire le travail. Non, mais ça n'a pas d'allure, ça se peut pas, là. Ouais, une histoire complètement folle, là, où, sans qu'on sache pourquoi, vers 9h10 ce matin, dans le supermarché, le plus jeune poignarde son collègue plus âgé avec ce couteau-là, de ce qu'on raconte, couteau qui, lui, amenait tous les jours pour l'utiliser à la place d'un Exacto, par exemple, pour ouvrir des boîtes. Tu sais, quand on défait des commandes un gros dans une couteau, épicerie. ceux qui ont vu le couteau parlent d'un couteau, une grosse lame, un gros couteau. Ouais, on parlait d'au moins 8 pouces là, de lame quand même, et ce qui semblait ressortir aussi de cette histoire-là, c'est qu'on aurait demandé, au niveau des employés de l'épicerie et de la direction, on lui aurait demandé à plusieurs reprises de ne pas faire ça, de ne pas utiliser cette arme-là, de ne pas l'amener, d'utiliser des Exactos, et pourtant, il l'a ramené, encore une fois, semble-t-il, puisqu'il l'a utilisé pour poignarder son collègue, et il a été transporté dans un état critique à l'hôpital Mario. À un point, on craignait pour sa vie à l'heure du dîner. Là. Exactement, et donc là, on va devoir faire la lumière un peu sur les circonstances de cette agression-là, bien spéciale, que ça se passe comme ça en milieu de travail, et on va visionner les caméras. On avait la discussion au bureau, tu te dis, on arrive à un point dans la société au Québec où n'importe quoi, quelqu'un te coupe dans une file pour aller acheter des egg rolls, puis tu te dis, ouais, on va laisser faire. Ouais. On va laisser passer. Y a-tu un gun? Y a-tu un couteau? Y a-tu aux trois corps fous? Parce que là, eux, ils s'ostinaient. Là. On s'entend, il n'y avait pas 1 million de dettes de drogue en jeu. Là. 1 million de dettes de drogue ne justifiant pas plus un meurtre. Là. Non, bien sûr. Mais je veux dire, les gars s'ostinaient sur, je sais pas quoi, là, on place les concombres de telle manière ou de telle autre, ou hier, c'est moi qui ai fait telle affaire, aujourd'hui, c'est toi qui vas le faire. Ils s'ostinaient sur parce que selon les témoins, sur le travail. Là. C'est pas une raison de manquer de tuer quelqu'un, ça, Mario. De mon humble avis, de non-expert. De sortir, il semble-t-il qu'il a pété les plombs, perdu le contrôle de ses émotions, sorti son couteau, puis s'est mis à poignarder à plusieurs coups son collègue de travail. Au point où on s'est appris d'autres collègues sur place pour le maîtriser. Ça a l'air que t'en as pris toi pour le maîtriser, puis j'ai vu les photos, il est pas très gros. Moi, ça m'indique, si ça a pris 3 personnes pour maîtriser ce jeune homme-là, qui était dans une espèce de crise totale. Oui, dans la force de la colère, Mario, là, comme ça arrive là, dans certains cas. Tout savoir en 24 minutes. Il y a une Québécoise de 59 ans qui va devoir payer 2 amendes salées après avoir refusé de porter un masque au terme d'un procès. Puis c'est surtout ce procès-là. Il reste encore que les tribunaux présentement sont encombrés alors que ça déborde déjà par plein de procès de masques. Puis... Ça vaut la peine de faire une pause là-dessus, Mario. T'as raison. Hein? C'est fou quand on pense à tous les tribunaux qui sont engorgés. De gens qui... Parce qu'il y a plusieurs étapes. Là. D'abord, ils ont pas obtempéré. Il y a des choses simples qui leur étaient demandées. Ensuite, ils ont dit, là, ils se sont fait croire parce qu'ils lisaient sur les réseaux sociaux des amis qui leur disaient voyons donc, là, ces étiquettes-là, ça va tout tomber, charte des droits et libertés d'un pays libre. Vous n'aurez jamais à les payer. Évidemment, c'est jamais arrivé. À date, la quasi-totalité ont eu à payer les amendes. Mais même malgré les précédents, ils se représentent devant le tribunal pour se faire... Ouais, puis ça engorge nos tribunaux, Mario. Et là, ce qu'on apprend, c'est la cause de Bożena Liz Kalinowski, là, qui est une femme qui a été vue à plusieurs reprises là, dans les manifestations antisanitaires du Québec. C'est d'ailleurs pour ça là, qu'elle avait 2 amendes sur elle, là, en vertu de la loi sur la santé publique, accusée 2 fois de non-port du masque dans des circonstances comme celle-là. Et ce qui est arrivé est assez exceptionnel, Mario, là, parce qu'au palais de justice, en plus là, de devoir engorger du temps, mais comme c'est arrivé dans plusieurs cas, on a des anti-masques, on a des anti-mesures sanitaires qui font de l'esclandre. C'est encore une fois ce qui est arrivé. Il semble-t-il que ça serait présenté le 21 septembre dernier au palais de justice de Gatineau pour son procès, entouré d'un groupe d'amis qui étaient sur place. Et là, ça a dérapé parce qu'une de ses amies, la dame en question, avait un petit chien au palais de justice, puis il rentre dans le palais avec son chien, qui s'appelle Abba. C'est-tu permis? Ben, ce serait permis si c'était un chien d'assistance. Le problème, c'est que malgré les prétentions de la dame en question, ce n'était pas un chien d'assistance. Abba n'est qu'une dancing queen. Exactement. Et un petit chien, quoique aussi mignon puisse-t-il être, n'est pas un chien qui sert de chien guide. Alors, les constables spéciaux l'ont expulsé du palais de justice. Et c'est liberté. Et voilà. Mais là, le problème, c'est qu'il y a eu une espèce de mascarade. Là. Tout le monde s'est mis à crier à tue-tête. La gang des amis avec Mme Liz Kalinowski se sont mis à appeler le 911, la police, pour dénoncer la situation sur place dans l'entrée du palais de justice, filmer ça en direct pour mettre sur leurs réseaux sociaux, tactique classique encore une fois. Et là, pendant tout ce temps,
Mais la dame, elle, prend son chien, rentre dans le palais de justice, se faufile au 2e étage avec le chien. Là, Avec Abba. Avec Abba. Mais là, les constables spéciaux doivent re-rentrer dans le tas. Puis à la fin, on dit là, que c'était vraiment la mascarade, là, Mario, là, le chaos le plus complet dans le palais de justice, à un point tel que la juge, dans son cas, l'honorable Christine Auger, a dû ordonner l'arrestation de Mme Bozena Liz Kalinowski, saisit son téléphone cellulaire et on a donc procédé par défaut dans son dossier, reconnu coupable pour les 2 chefs d'accusation, 2 constats d'une valeur de 3 000 $. Et là, il va devoir comparaître à nouveau pour outrage au tribunal à la fin du mois de novembre. Si vous n'avez pas un chien d'assistance, là, rentrez-le donc pas de force dans un palais de justice. Et en sortant, Abba chantait « Money, money, money ». Quoi? Puis c'est ce que ça va coûter, ça, Mario. Ouais. C'est la justice qui a gagné. The winner takes it all. Ouh. Mentionner que c'est aujourd'hui la fin des saveurs dans les produits de vapotage au Québec. Est-ce que Abba le groupe suédois pourrait aller devant les tribunaux puis dire hey, nous autres, c'est une vraie honte, là. Nous autres, on veut pas être associés à des gens comme ça. On exige qu'ils enlèvent le nom de notre groupe, qu'ils nomment leur chien autrement. Mais moi, je te dis que je vais pas être celui qui va écrire à Abba pour les prévenir de tout ça. Je pense t'écris pas le suédois de toute façon. C'est vrai. Mais peut-être qu'il parle anglais, par exemple. J'imagine avec les amis qui doivent parler en anglais quand même. Excuse-moi, je suis distrait, là. Excuse-moi. Moi aussi, je suis distrait. Concentration pour ces produits. Produits de vapotage. Oui. Saveur interdite à partir d'aujourd'hui. Ça valait la peine de le mentionner quand même. C'était la date butoir, là, le 31 octobre. Donc, ça tombe en même temps que la journée de l'Halloween. On ne pourra plus se procurer nulle part au Québec, de manière officielle, du moins, ces produits de vapotage à saveur. Tu veux pas laisser entendre qu'il pourrait se développer un marché noir? Je veux pas laisser entendre que partout dans le reste du Canada, ça va continuer à être légal, aux États-Unis aussi, puis que les gens vont pouvoir en commander en ligne, comme des champignons magiques se commandent en ligne actuellement en Colombie-Britannique. Moi, je suggère aux gens de pas le faire, de respecter la loi. Absolument, moi aussi. Bon. Vous avez pas entendu ça de moi. Bon. Économie. Les propriétaires de Tesla au Québec pourraient récupérer quelques milliers de dollars chacun sur l'achat de leur voiture, alors que la Cour supérieure vient d'autoriser 2 actions collectives contre l'entreprise d'Elon Musk, Tesla. Ça concerne 2 problèmes différents. Un problème de connectivité premium, semble-t-il, avec toute la connectivité interélectronique qui se produit dans les Tesla, mais aussi problème de peinture. Semble-t-il que les Tesla, mais c'est pas fait nécessairement les premiers modèles, les premières années, là, il y avait problème de peinture. Tesla 3 et modèle Y précisément, qui avait, là, on parle quand même d'à peu près 5000 véhicules au Québec, mais qui a des problèmes de peinture. Là. L'hiver québécois, ça aimait pas beaucoup ça. Mais notre collègue à l'économie, Francis Gosselin, nous expliquait plutôt qu'il y a même des entreprises québécoises qui se sont ni plus ni moins spécialisées dans les carrosseries de Tesla. Bon, dans ces années-là, il semble que maintenant, là, c'est comme réglé, là, mais bon... C'est quand même un cas qui affecte certaines personnes qui ont payé quand même le gros prix là, pour s'acheter des Tesla ici au Québec. Donc, on parle d'un dommage à peu près là, entre 3 500 et 7 500 $ par membre de l'action collective là, pour le minimum de 5 000 voitures qu'il y a. Donc, on pourrait parler d'au-dessus de 17 millions de dollars dans cette action collective. À voir qu'est-ce qui se passera pour la suite. Mais bon, maintenant, semble-t-il, comme tu le dis, que les Tesla sont adaptés à l'hiver québécois. Le Monde. L'armée israélienne a confirmé les informations obtenues plus tôt dans la journée comme quoi une frappe aérienne aurait frappé un camp de réfugiés dans le nord de Gaza. Le camp avec une grande population civile sur place de Jabalia qui s'est fait frapper, on dit, pour tuer un leader du groupe du Hamas, groupe organisation terroriste du Hamas. Le problème, c'est, comme je viens de le dire... l'armée israélienne confirme avoir abattu un commandant, le commandant du Hamas qui aurait été au cœur de l'opération du 7 octobre. Exact. C'est ce qu'on a dit, mais depuis ce temps-là... Mais à quel prix? Mais à quel prix? Puis c'est des questions auxquelles l'armée israélienne doit continuer de répondre, Mario. Là. J'entendais sur les ondes de CNN un peu plus tôt un responsable, justement, de l'armée israélienne qui parlait avec l'animateur Wolf Blitzer, dans lequel, dans l'entrevue, on lui reposait la question encore et encore. Saviez-vous qu'il y avait une grande population civile sur place lorsque vous avez ordonné tout ça? Oui, mais vous savez, le leader nous va... Puis, il s'est fait reposer la question plusieurs fois avant de dire que ça fait partie des tragédies de la guerre. C'est la manière dont ça a été formulé. Mais c'est complètement sauté des deux bords. Cette guerre-là est en train de devenir dégueulasse parce que d'un côté, Israël, on dit, regarde, moi je vais aller chercher le commandant. C'est comme s'il n'y a plus de prix. Là. Oui. S'il faut bombarder des civils dans un camp de réfugiés où se sont réfugiés des enfants, des femmes, des malades, pour aller chercher un individu, mais on y va. Puis de l'autre côté, tu dis, ouais, mais là, pourquoi ça fait que l'individu est là?
là, ben là, c'est toutes les techniques du Hamas de cacher leurs leaders, les individus, un peu à la fois couillons, puis c'est comme ça qu'ils procèdent, derrière des civils, en se disant, ben là, soit Israël va me laisser la vie sauve, ou soit Israël, ben là, pour m'avoir, pour venir me chercher, ce qu'ils vont faire comme dommage va être tellement épouvantable que là... Mais tu sais, c'est comme des deux côtés, de dire, qu'est-ce que... Si la guerre se continue sous ces auspices-là... Ça s'escalade, là, vraiment. C'est absolument épouvantable ce que ça va avoir comme conséquence. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.